De l'AIS au Burkina, on note un recul du phénomène de la corruption. C'est ce qui ressort du rapport 2023 du réseau Rank-Lank. Au Niger, c'est une campagne de vulgarisation des idéaux du président du CNSP qui est lancée. Nous ferons le point avec nos confrères des radios Burkina et des radios Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batra Ourech. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batra Ourech. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Au moins 56 morts dans des bousculades mortelles en Guinée-Conakry lors des matchs de football, selon le gouvernement. Le Tchad met fin à son accord de coopération militaire avec la France. Joe Biden est arrivé hier en Angola pour sa première visite présidentielle en Afrique subsaharienne. Voilà les nouvelles que nous allons développer au cours de ce tour d'horizon de l'actualité internationale ce matin. Cédric Dameli. À suivre donc. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Dao nous amène ce matin à la découverte de l'association Tonus qui intervient dans plusieurs régions. Son credo, la lutte contre la pauvreté. Enfin, la page des sports, l'actualité sportive avec l'athlète infatigable. Stragato Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambé. Est-ce que tout va bien, Stragato? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Mini tournoi de préparation à la CAN féminine. Les Aigles du Mali jouent cet après-midi contre les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est le deuxième match test des Maliennes au cours de ce stage. Championnat national professionnel de Ligue 1, le Djoliba, ses champions sortants, entame la défense de son titre cet après-midi face aux promus les Étoiles du Mandé. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre poursuit ses visites de prise de contact et d'imprégnation des réalités du terrain. Hier lundi, il s'est rendu au siège de l'Église catholique avant de rencontrer les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. À l'archevêché de Bamako, le général de division Abdoulaye Maïga a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de toute la communauté chrétienne. Même engagement au siège de l'EJ où la question des élections était sur la table. Et aux membres de l'EJ, le Premier ministre a été on ne peut plus clair. Nous allons faire des efforts pour aller vite, mais nous n'allons pas confondre vitesse et précipitation. Le chef du gouvernement qui était accompagné par les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a largement évoqué l'axe 8 de la lettre de cadrage du gouvernement, axe qui porte sur la création des conditions pour des élections transparentes et apaisées. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ joue un rôle de premier plan dans la bonne organisation des élections devant mettre fin à la transition. C'est pourquoi la visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au siège de la structure est perçue comme un signe d'encouragement. Moustapha Sissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Nous avons mis en place l'ensemble des coordinations de l'EJ au niveau de l'intérieur du pays, mais également au niveau des ambassades et des consulats, est constitué aujourd'hui de 6460 agents. De ce que nous attendons de vous, un accompagnement fraternel, un accompagnement de responsabilité et un accompagnement de devoir à accomplir pour nous, qui sommes aujourd'hui en train d'incarner les prérogatives de cette prestigieuse institution. Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Il est évident que c'est un dispositif institutionnel qui rassure. L'EJ doit s'assurer aussi que le dispositif opérationnel qui est à sa disposition ne ménagera aucun effort pour accompagner valablement le résultat de sa mission. Après avoir salué l'autorité indépendante de gestion des élections pour le travail abattu depuis sa création, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a dévoilé le contenu de l'axe 8 de la lettre de cadrage adressée au gouvernement par le président de la transition lors du Conseil des ministres inaugural le 27 novembre dernier. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le 8e axe particulièrement, à savoir la création de conditions devant aboutir à l'organisation d'élections apaisées, transparentes. Élections devront elles-mêmes mettre fin à la transition. De cet axe découlent deux messages. Le premier message, son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, réitère ainsi son attachement au retour à un ordre constitutionnel, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel
apaisée et sécurisée. Et le second message, en insistant sur la création de conditions que nous devons créer, le chef de l'État nous invite à beaucoup plus de synergie, bien entendu, dans notre démarche. Je voudrais rassurer l'opinion nationale, internationale, que nous allons faire l'effort d'aller vite. Mais nous allons faire beaucoup attention à ne pas confondre la vitesse et la précipitation. D'autant plus que nous sommes dans un pays, depuis 2012, nous faisons face à une crise sécuritaire très complexe. Et Dieu merci, nous en sortons graduellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de stabilisation très, très avancée, grâce à l'abnégation et au leadership du chef de l'État lui-même, et bien entendu l'engagement de nos braves forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller vers une crise post-électorale. Vous réitérez nos vives félicitations. Je le dis avec la plus grande franchise. Je pense que dans l'histoire électorale dans le monde, il est rare de voir une structure qui a été créée en moins d'un an et qui arrive, en tout cas qui a réussi à engranger autant de succès. Je pense que c'est le cas de Lège, a organisé un référendum constitutionnel dont le succès est à la fois éclatant et incontestable. Ceci montre à suffisance que notre pays regorge suffisamment de talent, suffisamment d'expertise, et ceci est à mettre au compte de l'actif du président de Lège et bien entendu de tous les commissaires de cette structure. L'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, c'est de vous appuyer dans cette mission. Également l'implication de tous les acteurs. Je pense en particulier ici aux partis politiques et aux acteurs de la société civile. Mais je pense qu'à la fois Lège et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous allons poursuivre et faire l'effort de les inviter à nous accompagner, disons, dans l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné. Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Objectif, prendre contact avec l'Église catholique, demander son accompagnement et solliciter des bénédictions pour le pays. Le Premier ministre en a profité pour féliciter l'Église catholique pour la bonne organisation du pèlerinage de Kita. Monseigneur Robert Sissé et son équipe ont salué cette démarche combien significative du Premier ministre avant de faire des bénédictions pour les autorités et le pays. La paix, de la non-violence, du respect de la vie. L'actualité sur autre plan, les régulateurs des médias des pays membres de la Confédération des États du Sahel et la Guinée sont réunis depuis hier à Bamako pour leur deuxième forum quadripartite de haut niveau organisé par la haute autorité de la communication. La rencontre aborde les conséquences néfastes liées à la désinformation et le rôle remarquable des régulateurs des médias, surtout en temps de crise. Aussi, les rendez-vous de Bamako des spécialistes du domaine est l'occasion d'assurer une régulation harmonieuse et efficace des médias en période de transition. La cérémonie d'ouverture du forum a été présidée par les ministres en charge de la communication. Le reportage est signé Haridou Matina. Rencontre sous-régionale de haut niveau à Bamako sur les défis liés à la régulation des médias en temps de crise. Les autorités de régulation du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali se retrouvent à la faveur de la deuxième édition du forum quadripartite des régulateurs de la communication de la Confédération des États du Sahel pour réfléchir sur les dangers liés à la désinformation et le rôle combien important des régulateurs en temps de crise. Gaussou Koulibaly, président de la haute autorité de la communication du Mali. La régulation des médias pendant les périodes de crise reste complexe, sensible notamment en termes de contrôle de la désinformation, de protection des journalistes et de respect de la liberté de presse, mais aussi la stabilité des États. Le présent forum doit amener, entre autres, les participants à partager leurs expériences. La guerre informationnelle à laquelle font face nos États exige de nous un sens de régulation, des ripostes à hauteur des atteintes graves à l'unité et à la cohésion sociale dans nos pays. Babacar Yassine Diallo, président de la HAC de Guinée. Nous avions réaffirmé notre engagement à protéger et à promouvoir la liberté de la presse, à une seule condition, que cette presse soit indépendante mais suffisamment responsable. Lors de la première édition du forum tenu à Conakry en Guinée en mai 2023, les participants avaient mis l'accent sur les enjeux de la régulation des médias dans les pays en transition afin de lutter efficacement contre la désinformation
facteur de déstabilisation. Alamdou Ag Iliane, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il ressort des thèmes de référence qu'il s'agit de renforcer la collaboration entre les autorités de régulation des droits États, de l'AES et de la Guinée pour une régulation efficace des médias en période de transition afin de contribuer à la stabilité et à la paix dans ces pays. Participe également à ce forum de 2 jours le Togo en qualité d'invité d'honneur pour son expertise et son accompagnement à l'endroit des pays en transition. Babacar Badji Bassa, rapporteur de la HAC du Togo. C'est une façon pour les instances de régulation des médias des pays de l'AES de reconnaître en ce qui concerne le Togo non seulement une certaine expérience, mais une forte amitié. Les experts de la communication et de la sensibilisation, lors de ce forum, aborderont plusieurs thématiques comme la communication institutionnelle dans l'espace AES et la Guinée, enjeux et défis, ou encore le respect de l'éthique et de la déontologie en matière de collecte et de traitement de l'information en période de crise et l'autorégulation. C'est parti depuis hier dans la capitale saoudienne Riyad pour la 16e conférence des partis COP sur la lutte contre la désertification. Cet événement mondial rassemble des dirigeants, des experts et des jeunes leaders pour trouver des solutions à la dégradation des terres et aux sécheresses. Le lancement des activités a été marqué par la passation des témoins entre le président sortant de la COP16, l'Ivoirien Alain Richard Douaoui, et le Saoudien Abdelrahman bin Ali Fadi, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture de l'Arabie Saoudite. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Abou Kone. Après Kali et Bakou, c'est à Riyad que s'ouvre la COP16, consacrée à la dégradation des terres. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président sortant de la COP, Alain Richard Douaoui, ancien ministre ivoirien des Eaux et Forêts, a passé le témoin à son successeur saoudien, Abdelrahman bin Abdul Mohsen Ali Fadili. Dans son discours, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention, a rappelé l'importance d'une approche intégrée qui tienne compte des liens étroits entre désertification, perte de biodiversité et changement climatique. La délégation malienne conduite par Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, et le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, s'est montré optimiste quant au succès de cette conférence. Il y a beaucoup de littérature pour ce qui concerne les aspects de désertification. Mais ce qui est notoire aujourd'hui, la plus forte participation du Mali à l'événement COP16 est remarquable. Et nous osons croire que tout cela s'inscrit en phase des initiatives que nos plus hautes autorités sont en train de prendre aujourd'hui. Les initiatives présidentielles par rapport à tout ce qui concerne le bétail, tout ce qui concerne même la lutte contre l'immigration. Il y aura beaucoup de mobilisation de ressources, ce qui va permettre aux nos autorités de mieux exécuter leur ambition, leur vision, empêcher les jeunes d'aller à un vœu qui tient beaucoup au cœur de notre président de la transition, son excellence le général Assimi Goïta, chef de l'État. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les attentes sont énormes. Il y a les attentes au niveau de renforcer la résilience des communautés face à l'adaptation au changement climatique. Également, il y a le financement des grands projets et des initiatives locales à travers la Grande Muraille Verte et puis d'autres initiatives pour quand même restaurer les terres dégradées. Le renforcement de la coopération internationale et régionale par rapport à la coopération et le partenariat pour une grande mobilisation autour de cette question de désertification. Le transfert des technologies qui est un transfert vraiment qui doit apporter des solutions basées sur la nature à travers les initiatives locales pour quand même restaurer. L'ambition est claire, transformer les engagements en actions concrètes pour préserver les terres et améliorer les moyens de subsistance des générations futures. Après Kali et Bakou, Riyad espère marquer un tournant historique dans la lutte contre la désertification, un enjeu crucial pour la planète. Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone pour l'ORTM. AES Actualité.
Direction d'abord le Burkina, les réseaux nationaux de lutte anti-corruption RENLAC a dévoilé à Ouagadougou son rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. C'était au cours de la 24e Assemblée générale ordinaire de cette organisation. Alors, question, oui, que dit ce rapport donc? Il indique un net recul du phénomène de la corruption au cours de l'année 2023. Plus de détails avec Sanonon Somech de Radio Burkina. Les rapports 2023 sur l'état de la corruption au Burkina rendu public par le Réseau national de lutte anticorruption révèlent une baisse de l'ampleur du phénomène. En 2023, 65,77% des enquêtés jugent les pratiques de corruption fréquentes, voire très fréquentes, contre 85,23% en 2021, soit une baisse d'environ 20 points de pourcentage. Pour le secrétaire exécutif de RENLAC, Sagado Nakanabo, cette amélioration du phénomène est le fruit de plusieurs facteurs. Quand il y a les périodes de transition, ceux qui développent ces pratiques-là, ils sont obligés d'observer un temps pour voir est-ce que les choses peuvent se poursuivre ou ne doivent pas se poursuivre. Il y a ça, mais aussi, comme en 2015, la courbe de 2023 ressemble point par point à la courbe de 2015. C'est pour dire que les gens, quand il y a une transition comme ça, beaucoup de citoyens estiment que les gens qui s'adonnent à des pratiques corruptives dans les administrations publiques là vont avoir peur et se rétracter. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres explications. La police municipale reste en tête du classement des institutions les plus touchées par la corruption au Burkina Faso, selon les rapports 2023 du RENLAC. Comme en 2021, la douane et la police nationale complètent le podium en 2e et 3e position. Pour Sagado Nakanabo, la persistance de la corruption au Burkina découle d'un problème d'intégrité au sein des institutions. La principale cause de la corruption, c'est la faiblesse de l'intégrité des agents qui s'adonnent à cette pratique. Ensuite, l'impunité. Même ceux qui ne pratiquent pas, ils vont dire, mais si X et Y qu'on fait et qu'on les a même jugés avec des sanctions minimes, pourquoi moi aussi je ne le ferai pas? On va me faire des sanctions, mais en pesant le pour et le contre, ce que je vais gagner là, ça va me permettre de relever toutes les peines. Donc, l'impunité vient vraiment en très bonne place dans les explications de la persistance de la corruption. Il faut que lorsqu'on réprime la corruption, on applique avec toute la rigueur de la loi. Réalisée du 17 novembre au 9 décembre 2023, l'enquête du Réseau national de lutte anticorruption a été menée auprès de 2883 personnes, dont 1440 femmes dans 12 des 13 chefs-lieux de région de Burkina. Pour lutter efficacement contre la corruption, le RENLAC a formulé plusieurs recommandations à l'exécutif, dont le renforcement du dispositif juridique de lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Du Burkina, randonnée au Niger, la coordination régionale du mouvement M62 poursuit sa caravane de vulgarisation de la vision du président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani, dans la région de Difa. Cette caravane était hier l'hôte de la population du département de Goundoumaria, où une table ronde a été organisée sur les actions du président, conférence suivie par Amadou Hassan de Radio Niger. Cette table ronde, présidée par le préfet du département de Goundoumaria, Adam Ibrahim Suleiman, entre dans le cadre des activités que mène la coordination régionale du mouvement M62 dans la région de Difa, afin d'accompagner les œuvres patriotiques entamées depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Le mouvement M62 a entamé sur l'ensemble du territoire national une caravane de vulgarisation de la vision du président du CNSP pour un Niger véritablement indépendant et prospère, ainsi que des résultats du sondage sur le bilan citoyen de la haine du CNSP. Cette table ronde va nous permettre de recueillir les avis de la population et les acteurs locaux du département de Goundoumaria. Et enfin, recueillir aussi vos recommandations à l'endroit du CNSP pour une meilleure conduite de la transition vers un Niger nouveau, véritablement indépendant et prospère. Dans son allocution, le préfet de Goundoumaria a apprécié et soutenu cette activité entreprise par la coordination régionale du mouvement M62. Le mouvement M62, dont vous savez, depuis les premières heures de la bataille qui a commencé le 26 juillet, ils font partie des membres actifs qui combattent jour et nuit pour un Niger nouveau. Je vous exhorte à animer un débat fructueux autour de nos hôtes afin que vous puissiez aider le CNSP à travers vos suggestions, vos remarques dans la conduite des affaires nationales. Auparavant, le secrétaire général de la mairie, Yacouba Kouagaou,
Le chef de canton par intérim Wazir Yakoudima, tout comme le coordonnateur départemental du mouvement M62 de Goudoumaria, Warou Malan Lawan, se sont réjouis de la tenue de cette table ronde avant de remercier cette association de la société civile pour son effort. Ça a suivi un débat fort enrichissant au cours de cette rencontre, du donner et du recevoir, qui a été une opportunité pour les participants de réaffirmer une fois de plus leur engagement à accompagner le CNSP dans le combat qu'il mène pour la souveraineté de notre patrie. De Difa, Amadassan pour la Voix du Sahel. Dans l'actualité, vous suivez la première édition de ce mardi 3 décembre 2024. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous bouclons ainsi la première partie de ce journal. Dans la deuxième partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré, un tour d'horizon qui nous conduira au Tchad, en Angola, en Éthiopie et en Guinée. Batraoré. Oui, en Guinée, au moins 56 morts dans des bousculades mortelles lors des matchs de football. Le développement tout de suite. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous ouvre ce matin les portes de l'association Le Tonus, très engagée dans le combat contre la pauvreté. Et enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sragato Sissi. Avec lui, on va parler de foot féminin, de la Coupe du numérique et du prix du championnat de Ligue 1 terminé avec l'insolite Sragatus. L'histoire d'un match qui s'arrête dès le coup d'envoi. Qui va rater ça? Personne. Mais l'actualité, il est 7h23 dans la commune de Tinfadimata. Nous sommes à Menaka. Et oui, Batraoré, en Guinée, au moins 56 morts dans des bousculades mortelles lors d'un match de football selon le gouvernement. Oui, le drame s'est produit dimanche dernier dans le sud-est de la Guinée lors des bousculades mortelles à la suite des contestations par les supporters des décisions arbitrales lors des matchs de football. Voilà ce qu'a déclaré hier le gouvernement dans un communiqué. Le Premier ministre a confirmé que des victimes sont enregistrées. Des supporters angolais ont aussi vandalisé et incendié le commissariat de la ville selon les témoins. Et le Tchad, oui, le Tchad qui met fin à son accord de coopération militaire avec la France. Oui, en prenant cette décision, le président tchadien a souligné la souveraineté du pays et le souhait de réorienter la coopération vers des domaines plus bénéfiques pour des populations. Cette annonce de la suspension des accords militaires a été faite par un communiqué du ministre des Affaires étrangères tchadien quelques heures après une visite de son homologue français à la frontière soudanaise. A souligné que le Sénégal aussi a pris la même décision. Human Rights Watch dénonce la suspension de 3 ONG. Nous sommes en Éthiopie, Batraoré. Oui, les autorités éthiopiennes ont suspendu ces dernières semaines 3 ONG indépendantes de défense des droits humains, les accusant de réduire à néant d'espace civique. Depuis le 14 novembre 2024, l'autorité des organisations de la société civile, un organisme gouvernemental qui supervise les groupes de la société civile, a adressé des lettres de suspension au Centre pour l'avancement des droits et de la démocratie, à l'Association pour les droits humains en Éthiopie et aux avocats pour les droits humains, les obligeant à cesser leurs activités. Joe Biden est arrivé en Angola. Oui. Le président des États-Unis d'Amérique est arrivé donc en Angola pour sa première visite Batraoré. Oui, le président des États-Unis est arrivé hier en Angola pour sa première visite présidentielle très attendue en Afrique subsaharienne. Joe Biden profitera de ce voyage de 3 jours pour mettre en avant un ambitieux projet ferroviaire soutenu par son pays. Cette visite intervient à quelques semaines de la fin de son mandat, alors que le républicain Donald Trump s'apprête à prendre ses fonctions le 20 janvier 2025. Au Proche-Orient, Batraoré, Israël annonce mener des frappes sur des cibles terroristes au Liban. La situation est toujours chaotique dans le Proche-Orient. À Gaza, l'ONU dénonce une situation épouvantable et apocalyptique. De son côté, l'armée israélienne annonce mener des frappes sur des cibles terroristes au Liban, Sidi Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidi Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne heure, la vraie heure Sragatou. Il est 7h26 à Sompi. On se retrouve juste après les jingles. Et nous commençons par le tournoi de les mini-tournois foot féminin au Maroc. Le Mali joue cet après-midi à Tétouan
contre le Maroc en clôture de son séjour au royaume chérifien. Oui, coup d'envoi 17h, temps universel. Ce face-à-face, Lion de l'Atlas du Maroc et Aigle du Mali aux allures amicales marque le deuxième et dernier match du Mali dans ce mini-tournoi de préparation à la CAN féminine au royaume chérifien du 5 au 26 juillet 2025. En ouverture, les Aigles s'étaient inclinés 1-0 devant les Botswanaises. Ce mini-tournoi féminin concernant les sélections nationales se déroule à Tétouan, à 60 km de Tanger. Un mot sur la Coupe du numérique Saragatou. Hier, l'équipe de l'ORTM a été accrochée 3 buts partout par la SMTD. Menée 3-0 par moment, l'équipe de l'ORTM a remonté la pente à 3-3 face à la SMTD. Avec 3 points en 5 journées, l'équipe de l'ORTM n'a pas été flamboyante. La finaliste de l'année dernière ne fait plus peur. Cette baisse de régime a-t-elle des explications? Les prochains jours nous édifieront. Ouais, clair. Championnat national de professionnels de Ligue 1, la deuxième journée programme ce mardi un seul match. AS Étoile du Mandé Djoliba assez à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. La sortie des Rouges, champion du Mali en titre, est la première en Ligue 1 cette saison. Ce match servira de mise en jambe pour les Djoliba du technicien Demba Mamadou Traoré en prélude au duel face à Pyramide FC d'Égypte dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine ce dimanche. En revanche, l'opposition Stade Malien de Bamako Serral est reportée à cause du déplacement des Blancs à Luanda en Angola pour affronter dimanche Desportivo da Sul au compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Ouais, c'est bien noté, Sergatou. Beaucoup de rendez-vous sportifs sur nos antennes, Sergatou, chaîne 2, Radio Nationale, ORTM 1, ORTM 2. Rappelez-nous quelques-uns de ces rendez-vous. Alors, sur ORTM 1, à suivre, score le lundi et performance les vendredis et dimanches. Sur ORTM 2, le magazine des sports le mardi. Sur la Radio Nationale, Farikolo Nyanadje le jeudi et Sports et musique le dimanche. Et enfin sur la chaîne 2, Kibabao le dimanche. Tout un programme au plan sportif sur le groupe ORTM et nulle part ailleurs. Ouais. Restez connectés donc. Qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite. On a légèrement débordé. L'insolite du jour, ça c'est négocié. Tout c'est négocié. Même les temps d'antenne. Tout à fait. L'insolite du jour, Saragato. À l'intérieur, nous sommes à l'intérieur du pays. Un match de football s'est arrêté au coup d'envoi, Saragato. À peine le coup d'envoi donné, le match s'est arrêté. Une situation inédite dans les annales. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Saragato. Les deux équipes s'alignent pour le coup d'envoi. Oui. L'arbitre vérifie tout avant de donner le signal, conformément au règlement. Ouais. Le président d'une équipe avait demandé à un supporter de provoquer des abeilles perchées sur une branche d'un arbre non loin du terrain. Provoquer des abeilles? Tout à fait. Le plan consiste à perturber la quiétude des abeilles dans leur ruche en cas de pénalty accordé en sa défaveur. En sa défaveur. La précision est importante. Le supporter a pris bonne note. Il se positionne à côté de l'arbre voulant appliquer à la lettre la mission. Arrive le coup d'envoi. Oui. Tendez bien l'oreille. Oui. On tend bien l'oreille. Le supporter en question, voyant deux joueurs de l'équipe du président procéder à l'engagement, a tout de suite pensé que la dite équipe a encaissé un but. Alors, sans chercher de midi à 14h, il secoue l'arbre de toutes ses forces et les abeilles se sont dirigées sur l'aire de jeu. Alors, quel spectacle! Les abeilles ont même piqué le président cerveau du coup. Tout le monde a eu sa dose. C'est le sauve qui peut. Fin du match. Oui. Avant même le début. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Les abeilles n'ont pas leur place dans un stade, Saragatou. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Letonus. Cette association, après 28 ans d'existence, intervient à Kati, Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Sigou et au nord du pays pour aider les populations dans ces zones d'intervention à surmonter les difficultés. Le Letonus est accompagné dans sa lutte contre la pauvreté par des partenaires nationaux et étrangers avec des projets générateurs de revenus. Pour plus de détails, suivons Ousmane Daou qui nous présente cette association qui lutte tous les jours contre la pauvreté. Créée en 1996, l'association Letonus œuvre pour un développement multisectoriel et durable.
Depuis sa création, elle s'est fixée comme vision un Mali où le bien-être est partagé par tous et contribue surtout à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Développer des systèmes endogènes de mobilisation des épargnes locales susceptibles d'améliorer les capacités d'autofinancement des communautés de base, de mettre à la disposition des femmes les informations, formations, équipements et technologies nécessaires pour une amélioration de leurs conditions de vie et leur implication dans la gestion des affaires publiques. L'éducation, l'alphabétisation, la formation, la microfinance communautaire, la promotion féminine, genre, le plaidoyer lobbying, l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de la bonne gouvernance, la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement des capacités de résilience des populations victimes des sinistres à travers notre participation aux activités du cluster sécurité alimentaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'association a scellé des partenariats avec des ONG étrangères pour l'autonomisation des femmes, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre le chômage des jeunes dans plusieurs localités du pays. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Nous pouvons citer la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, l'intégration de la perspective du genre pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au bénéfice de 2874 femmes et jeunes de 67 coopératives. Dans le cadre du partenariat avec l'ONG espagnole Conemun, nous avons aussi le projet de renforcement de l'autonomisation économique et sociale de 29 groupes de femmes cueilleuses et transformatrices de produits forestiers non lignés, étaient les Carités, les Néré et les Baobab, à améliorer les revenus de 1450 femmes. Un projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies. Le Tonus pilote aussi un projet actuellement du nom de Baran Iriwa, c'est-à-dire en français Travail et Développement, est conjointement mis en œuvre par le Tonus et l'ONG italienne Tamat, et aussi l'accompagnement des jeunes par rapport à des métiers spécifiques tels que la plomberie et la menuiserie métallique. Basée à Kati, l'association Le Tonus intervient à Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Depuis 2 ans, elle travaille progressivement pour l'extension de ses activités dans d'autres localités du pays, notamment les régions du Nord, au bénéfice des populations au niveau village, cercle et commune. 7h34 à Korienzi, c'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdullah Aziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination Ousmane Dao, présentation Sidiki Dambelich. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais être ce qu'on est. Oui, être libre ne signifie pas ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, mais être ce qu'on est. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.